Mes chers collègues, nous allons commencer. Nous commençons. Donc, mes chers collègues, Monsieur le Président, avant de vous souhaiter la bienvenue parmi nous, je souhaiterais rendre un hommage appuyé au général Georges Lain, votre prédécesseur, décédé tragiquement l'été dernier. Et j'avais eu l'occasion de le rencontrer, et c'est vrai que c'est un homme qui a marqué, qui aura marqué le chantier de Notre-Dame. Mais je pense qu'à un certain moment, vous allez évoquer aussi ce qu'il a pu apporter et la succession que vous avez. Et c'est vrai que, justement, après l'avoir secondé, vous avez désormais la lourde charge de mener à bien la fin du chantier de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et si tout se passe comme prévu, la première messe dans la cathédrale rénovée devrait être célébrée dans une année. Et donc, vous nous direz si ce calendrier ambitieux pourra être tenu. Et je n'ai pas besoin de rappeler l'attention que notre commission porte à ce chantier hors norme depuis l'incendie destructeur du 15 avril 2019. L'existence du groupe de travail que co-préside Mme Anne Bruniera et M. Julien Audoul en est l'illustration la plus évidente. Et d'ailleurs, je vais immédiatement leur donner la parole afin qu'ils partagent avec nous les résultats des travaux qu'ils ont menés depuis le début de cette législature. Et vous pourrez ensuite, Monsieur le Président, vous exprimer et répondre à leurs interrogations. Madame Bruniera, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur Jost, chers collègues. Un peu plus d'un an après la constitution de notre groupe de travail sur la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et un peu moins d'un an avant la date prévue pour sa réouverture le 8 décembre 2024, voici venu le moment pour nous de vous présenter le premier bilan de nos travaux de suivi. Dans un premier temps, je reviendrai sur les différents points qui, lors de l'adoption de la loi du 29 juillet 2019 pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale, pouvait représenter un pari audacieux, ceci afin de mesurer le chemin parcouru et la pertinence des outils mis en œuvre. Dans un second temps, le président Audoul fera le point sur l'avancement des travaux dans la cathédrale et les perspectives de réouverture. Mais permettez-moi, moi aussi, avant toute chose, de rendre hommage au général Georges Lain, dont la disparition brutale en août a constitué un choc pour toutes les personnes impliquées dans la reconstruction de la cathédrale. Ayant été rapporteur du projet de loi sur la cathédrale et membre du groupe de travail lors de la précédente législature, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges nourris avec lui et de le rencontrer à de nombreuses reprises. Sa détermination, son implication constante dans le chantier de la cathédrale, auquel il aura consacré une énergie qui semblait inépuisable, sont vivement regrettés. Je suis certaine que son action aura été déterminante pour la réussite de cette entreprise et je ne peux que déplorer, comme beaucoup, qu'il ne puisse pas être là pour la réouverture lorsque celle-ci aura lieu. Je salue d'ailleurs l'inscription de son nom dans le bois de la flèche de la cathédrale lors de la visite du président de la République la semaine dernière, tel celui des charpentiers d'hier et d'aujourd'hui qui laissent des marques cachées sur les pièces façonnées. Son nom sera ainsi à jamais lié à l'œuvre essentielle qu'il a pu accomplir en dirigeant ce chantier. Aujourd'hui, c'est en présence du président Philippe Jost, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et que je remercie, que je suis heureuse de pouvoir aborder les différents enjeux de la restauration de la cathédrale. Votre nomination est intervenue en septembre et elle a été saluée par tous. Elle représente le choix de la continuité, car vous aviez assuré la direction générale déléguée de l'établissement public depuis décembre 2019 et donc, rien de ce qui concerne le chantier ne vous est étranger. Je me réjouis que vous puissiez reprendre le flambeau de cette tâche immense et ne doute pas que vous mènerez à terme ce projet dont l'ambition avait parfois pu être initialement considérée comme déraisonnable. Dans un premier temps, je souhaiterais revenir sur les défis qui avaient émergé lors de la discussion du projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris. Il faut en effet se souvenir qu'à l'époque, l'adoption de cette loi n'était pas allée de soi, et avait suscité d'âpres discussions dans nos assemblées. Les dispositifs dérogatoires laissaient craindre de possibles contournements disproportionnés des règles concernant le respect du patrimoine,
et la pertinence même de la constitution d'un établissement public avait été interrogée. Il faut rappeler que c'est précisément face à ces inquiétudes exprimées que le président Studer s'était engagé en séance publique à ce que la Commission des affaires culturelles continue son travail de suivi jusqu'à la fin du chantier. Et je veux ici remercier la présidente Roche d'avoir fait sienne cette promesse. La loi du 29 juillet 2019 a permis d'encadrer la souscription nationale en faveur de la restauration de Notre-Dame, de créer un établissement public chargé de la maîtrise d'ouvrage des travaux, et elle prévoyait aussi des dérogations aux règles de droit commun pour ce chantier extraordinaire. Je reviendrai donc tour à tour sur ces différents points. Tout d'abord, la souscription nationale. Cette souscription a suscité un élan de générosité sans précédent en France, mais aussi dans le monde. Comme nous l'ont confirmé les fondations, Fondation de France, Fondation du patrimoine et Fondation Notre-Dame, que nous avons reçues en audition la semaine dernière, 232 millions d'euros ont été encaissés ou promis par la Fondation du patrimoine, 358 millions par la Fondation Notre-Dame et plus de 31 millions par la Fondation de France, afin d'être affectés à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis l'incendie. Au total, avec les dons reçus par le Centre des Monuments Nationaux et par l'établissement public créé par la loi, ce sont près de 840 millions d'euros qui auront été collectés, selon les derniers chiffres communiqués. Près de l'intégralité de ces dons sont aujourd'hui sécurisés. Les promesses se sont, à quelques exceptions près, effectivement concrétisées. Parmi les dons collectés par la Fondation du patrimoine, 99% sont inférieurs à 1 000 euros. Ce chiffre illustre bien l'engouement du grand public pour cette collecte et l'attente très forte de la restauration et même de la sauvegarde à l'époque et de la réouverture de la cathédrale. La Fondation de France nous a indiqué avoir conservé tous les courriers des donateurs reçus tout au long de la collecte afin d'en faire l'archivage et de constituer ainsi un témoignage de cet élan de générosité populaire. Le fait que 94% des dons collectés par la Fondation Notre-Dame, par exemple, soient français et 6% étrangers, montre également que cet engouement et cette attente ont dépassé largement nos frontières. La Fondation du patrimoine a ainsi dit recueillir près de 18 000 dons de l'étranger venus de 124 pays différents. Comment mieux souligner la dimension universelle de cette mobilisation ? Celle-ci nous oblige particulièrement, tant pour le contrôle de la gestion des dons que pour leur emploi, dès lors qu'ils seraient supérieurs au montant prévisionnel des travaux. Dans son dernier rapport d'octobre 2022, la Cour des comptes observait que le montant prévisionnel pour l'ensemble des travaux nécessaires à la réouverture de la cathédrale, et y compris les provisions et la mise en valeur du chantier et des savoir-faire, sujet très important dont nous avions discuté lors de l'examen de la loi, ce montant total donc s'élevait à 552 millions d'euros, s'ajoutant aux 151 millions d'euros de la phase de conservation proprement dite. Et aussi, Monsieur Josse, ma première question est la suivante. Pouvez-vous nous faire une mise à jour sur les chiffres actualisés de ces montants de dons et d'emplois pour les travaux? La question de l'emploi des possibles reliquats reste bien sûr à clarifier. Un certain consensus semble se dégager pour qu'ils servent à des restaurations complémentaires. Et c'est une autre question que je vous pose. Quelle distinction sera faite entre les pathologies préexistantes? Vous savez tous, je pense que la cathédrale était en travaux au moment de l'incendie, pour déjà être restaurée, et les effets de l'incendie. Les fondations n'ont pas de prérogative, bien sûr, sur l'emploi des fonds. En revanche, elles se doivent d'informer les donateurs et le groupe de travail a pu constater lors de son audition récente que cette information était effectivement assurée. C'était un point très important. Aussi, concernant l'établissement public, Monsieur Jost, pourrez-vous nous indiquer quels sont vos moyens de communication quant à l'emploi des dons et l'avancée des travaux, à la fois en direction, bien sûr, du grand public, mais également des donateurs? Cette question permet d'aborder à présent le sujet de l'établissement public proprement dit. En application de l'article 9 de la loi de juillet 2019, c'est à l'établissement chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, aussi appelé Rebâtir Notre-Dame de Paris, qu'a été confiée la mission d'assurer la conduite, la coordination, la réalisation des études et opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale.
la création d'un établissement public administratif spécifique, préféré à la pratique habituelle de conduite de ce type de mission par les services déconcentrés de l'État, n'allait pas de soi en 2019. Et quant à moi, je veux le dire ici clairement, comme je l'ai bien sûr, comment dire, je cherche mes mots, comme je me suis battue à l'époque pour ce choix, je me félicite qu'il ait été opéré car je pense qu'il est une clé de la réussite du chantier. Les moyens nécessaires à la conduite d'un chantier tellement hors norme que celui-là et l'objectif calendaire fixé par le président de la République nécessitaient la mise en place d'une gouvernance spécifique, d'une gouvernance sur mesure. 1 an avant la réouverture de l'édifice, l'établissement public a fait la preuve de son efficacité, sous l'énergique autorité du général Georgelin, puis sous la conduite de M. Jost. Il semble en outre s'acquitter avec brio du devoir d'exemplarité qui lui incombait. Des instances spécifiques permettent la concertation avec les donateurs. Comité des donateurs d'une part, comité technique de suivi des conventions cadres conclues entre l'État et les 3 fondations collectrices d'autre part. Un comité d'audit est placé auprès du conseil d'administration, auquel il donne des avis, présente chaque année un rapport sur la situation économique et financière de l'établissement. Enfin, l'établissement s'appuie sur un conseil scientifique pour assurer la rigueur scientifique et technique de la restauration en cours. L'articulation et le fonctionnement de ces différents organes ont fait l'objet d'une appréciation favorable par la Cour des comptes en 2022 et notre groupe de travail n'a pas identifié de problème dans la gouvernance du chantier, bien au contraire. Tout cela me semble confirmer a posteriori les choix opérés lors de l'adoption de la loi et je m'en félicite. Je laisse à présent la parole à M. Odoul. Madame la Présidente, Monsieur le Président Jost, je souhaiterais bien évidemment m'associer à l'hommage qui a été rendu au général Georgelin par ma collègue coprésidente, par la présidente de la Commission. J'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, qui l'ont servi au sein de l'institution militaire déjà, mais également pour tous ses collaborateurs sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce bâtiment a tellement occupé ses pensées qu'il porte désormais sa marque. Le général a vécu cette restauration comme un combat et les compagnons étaient véritablement ses soldats. On a pu ressentir cela lors de la visite du chantier. On a vu aussi l'attachement très particulier, quasi paternel qu'il y avait entre les compagnons et le général Georgelin, qui les connaissait presque individuellement, qui connaissaient leur parcours, leur vie. Et c'est vrai que la poursuite de ce chantier, sans le général Georgelin, sera extrêmement particulière. Et nous avons tous une pensée pour lui. Nous aurons une pensée pour lui au moment de la réouverture de la cathédrale. Comme il a été mentionné, votre nomination à sa suite, Monsieur Jost, a été unanimement saluée comme un choix de cohérence déjà. Cette nomination ne constitue pas réellement une arrivée. Vous avez connu de l'intérieur et aux avant-postes toutes les étapes du chantier, de la sécurisation, sa première phase, à la mise en œuvre des travaux, qui est la phase actuelle. Vous étiez d'ailleurs présent dès la préfiguration de l'établissement public. Votre prise de fonction constitue donc de façon évidente un élément de nature à rassurer toutes les parties prenantes et un passage de témoin dont nul ne doute que vous saurez relever les nombreux défis. Depuis le 6 décembre, les Parisiens peuvent à nouveau distinguer la flèche de la cathédrale, culminée à 96 mètres de hauteur, même si elle se trouve encore largement masquée par une forêt d'échafaudage. Lors de notre visite du chantier en mai dernier, c'était la prochaine grande étape symbolique qui était visée par le général Georgelin. Nous pouvions déjà voir monter ces échafaudages qui l'entourent aujourd'hui et promettaient alors son retour. Reconstruire à l'identique, conformément à la position du Conseil scientifique de juin 2020, confirmée ensuite par la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine et la décision du président de la République, elle devrait retrouver un nouveau coq d'ici à quelques jours, le précédent ayant été endommagé par l'incendie. Néanmoins, lors de sa visite du chantier le 8 décembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé la réalisation de vitraux contemporains pour porter la marque du XXIe siècle dans la cathédrale. Monsieur le Président, cette annonce
inquiète et alerte tous les amoureux de notre patrimoine et de la cathédrale. J'en veux pour preuve une pétition en ligne qui rassemble déjà des milliers de signataires. Cette annonce, effectivement, est un risque de dénaturation, voire de défiguration de notre héritage. Il est nécessaire de rappeler que ces vitraux, conçus par Eugène Viollet-le-Duc entre 1855 et 1865, n'avaient pas été endommagés par le terrible incendie. Ils avaient seulement fait l'objet d'une restauration durant l'année 2022. Le président de la République a annoncé le lancement d'un concours qui permettrait aux artistes contemporains de soumettre sur la base d'une commande qui va être passée une œuvre figurative. Selon M. Macron, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, CNPA, aurait été consultée sur cette idée de vitraux contemporains qui émane en réalité de l'archevêque de Paris. On découvrira dans la presse que la CNPA ne se souvient pourtant pas de l'avoir été, ni d'avoir donné le moindre accord. D'autant plus que la même commission s'était prononcée en 2020 contre un vaste projet de réaménagement de l'intérieur de la cathédrale qui prévoyait notamment des bancs connectés lumineux et déjà une commande de vitraux contemporains pour certaines chapelles. Le moment tragique que nous avons tous vécu, que tous les Français ont vécu lors de l'effondrement de la Flèche en 2019 et l'image des flammes la dévorant, a éveillé pour de nombreuses personnes le sentiment de l'urgence d'une mobilisation pour la reconstruction, mais d'une reconstruction à l'identique. Déjà en 2019, selon un sondage Odoxa, une majorité de Français souhaitaient que la Flèche soit reconstruite à l'identique. La visite du chantier peut seule permettre d'imaginer l'ampleur de la transformation qui aura été opérée à l'intérieur de la cathédrale à la faveur de cette restauration unique. En effet, le nettoyage intégral des murs, la restauration des maçonneries, le dépôt et le nettoyage des vitraux conduisent à redonner à l'édifice une luminosité qui n'avait sans doute pas connue depuis des siècles. D'un incident inimaginable va sortir une bénédiction pour cet édifice emblématique, et lors de sa réouverture, c'est une cathédrale comme nous l'avons jamais vue qui nous sera donnée de visiter. Mais elle doit rester à l'identique. Pour cette première question, Monsieur Jost, j'aimerais vous demander votre avis sur les annonces du président de la République, nonobstant votre devoir de réserve, qui souhaite remplacer cet héritage culturel, ou en tout cas le modifier, par des vitraux contemporains. À ce jour, l'ensemble du chantier présente une avancée conforme aux attentes. Les charpentes des deux bras du transept sont terminées, au-dessus des voûtes de la nef et du chœur restauré, le montage de la forêt de Notre-Dame, les charpentes reconstruites conformément au dessin médiéval, est en voie d'achèvement. Il faut rappeler que 1200 chênes centenaires ont été choisis sur pied dans les forêts domaniales de Troncet, dans l'Allier, de Bercé, dans la Sarthe, ou de Bellem, dans l'Orne, pour réaliser la nef et le chœur. 800 autres ont été nécessaires pour la seule flèche de la cathédrale. La restauration des trois pignons nord, sud et ouest est terminée et les statues monumentales du Christ et de Saint-Denis, qui ont restauré en atelier, ont pu retrouver leur place en haut des pignons sud et nord. Au regard des multiples compétences mobilisées pour cette entreprise unique de restauration, pouvez-vous, Monsieur Jost, nous indiquer de quelle façon l'établissement public parvient à orchestrer l'intervention des divers corps de métier à l'œuvre et quelles sont les difficultés d'articulation qui peuvent exister? Concernant l'aménagement des abords de la cathédrale, qui fait l'objet de débats depuis de nombreuses années, il faut dire qu'il concentre de nombreux enjeux touristiques, commerciaux, esthétiques, symboliques. L'article 9 de la loi dispose que l'établissement public peut réaliser des travaux d'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale, tendant à sa mise en valeur et à l'amélioration de ses accès. L'environnement immédiat comprend le parvis, la rue du Cloître Notre-Dame et le square. Mais ces abords sont la propriété de la ville de Paris. L'établissement public aurait dû signer une convention de maîtrise d'ouvrage avec la mairie de Paris et obtenir l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France pour tous travaux. Après avoir envisagé un temps de déléguer la maîtrise d'ouvrage à l'établissement public tout en gardant la main sur la conception, la mairie de Paris a finalement décidé d'avancer seule sur cette question et il y a de quoi s'inquiéter. Lors de son audition, le premier adjoint à la maire de Paris, M. Grégoire, a ainsi présenté le projet très dépouillé retenu par la mairie dans le cadre du réaménagement des abords. Le parvis devrait offrir une communication avec les bords de Seine
par le biais du creusement d'un accès, ce qui permettrait une arrivée simplifiée vers la cathédrale. Derrière la cathédrale, le parc Jean XXIII devrait faire l'objet d'un réaménagement. De nombreuses questions restent encore en suspens quant à ces aménagements futurs. Lors de son audition, je l'avais notamment interrogé sur la propreté, grand enjeu pour une ville comme Paris, qui compterait près de 5 millions de rats et serait classée 4e ville la plus infestée. Nous espérons dès lors que la cathédrale Notre-Dame soit accessible dans des conditions salubres et dignes du monument. Lors de nos auditions, nous avons également rencontré les autorités ecclésiastiques concernées au premier chef par la restauration de la cathédrale. Monseigneur Ribado-Dumas a évoqué pour nous le mobilier liturgique choisi au terme d'un concours dont le lauréat, Guillaume Bardet, a depuis été annoncé en juin. La possibilité d'un musée de l'œuvre alors évoquée semble avoir été confirmée à l'Hôtel-Dieu par le président de la République lors de sa visite récente du chantier. Monsieur Jost, disposez-vous d'éléments d'information à ce sujet ? Bien qu'il ne relève probablement pas de la compétence de l'établissement public, ce projet, savez-vous s'il sera pensé en coordination avec le projet culturel de visite qui devrait prévoir la réouverture de la cathédrale ? Monseigneur Ribado-Dumas a également abordé lors de son audition, non sans inquiétude, la question de l'accueil des visiteurs et des pèlerins. Alors que la réouverture de la cathédrale devrait aussi signifier un afflux inédit de visiteurs, plus de 14 millions la première année selon les estimations du diocèse, contre 12 millions avant sa fermeture, nous pouvons nous interroger non seulement sur les conditions de circulation à l'intérieur de la cathédrale, et sur ce point peut-être M. Jost peut-il nous éclairer sur les aménagements prévus dès le stade de la restauration, mais également autour de celle-ci. La sécurité des visiteurs et des pèlerins devra faire l'objet de dispositions particulières et les réponses de la mairie de Paris sur ce point ont pu sembler quelque peu lacunaires. Alors que les travaux d'aménagement ne commenceront au mieux qu'au début de l'année 2025, il nous faudra rester attentifs aux conditions de circulation autour du site, ainsi qu'aux répercussions pour les riverains et les commerçants alentours. Ainsi, la réouverture de la cathédrale ne signifiera pas la fin du chantier, et on sait par exemple que les arcs-boutants, qui doivent également faire l'objet d'une restauration, nécessiteront encore de longs mois de travaux. Monsieur le Président, pouvez-vous nous indiquer la place que tiendra l'établissement public dans ces développements ultérieurs ? Son fonctionnement ou son organisation seront-ils modifiés ? Des réflexions sont-elles d'ores et déjà en cours pour l'après-décembre 2024 ? Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir bien voulu entendre notre communication avant d'exposer à votre tour tous les enjeux de la restauration de la cathédrale. Et je vous laisse à présent la parole avec plaisir. Merci, Monsieur le député. Donc, Monsieur Jost, c'est à vous pour les propos liminaires et effectivement nous parler de la cathédrale et du chantier de sa restauration et puis répondre à mes collègues sur les questions qu'ils vous ont soumises. C'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la coprésidente, Monsieur le coprésident, Mesdames, Messieurs les députés, merci de me recevoir à cette audition de votre groupe de travail. Merci pour vos mots d'accueil, pour les commentaires positifs que vous avez bien voulu prononcer à l'égard de la conduite de ce chantier, pour les généreux mécènes et donateurs que vous avez évoqués. Et il faut rappeler que nous leur sommes vraiment infiniment reconnaissants et qu'en sans eux, nous ne pourrions rien faire dans cette restauration. Et puis, merci surtout pour les mots que vous venez de prononcer pour saluer la mémoire du général Georgelin. Il me touche particulièrement, et à travers moi, toute la communauté de Notre-Dame. En décembre de l'année dernière, c'est le général Georgelin que vous aviez reçu. Qui aurait pu imaginer alors qu'il ne serait plus parmi nous pour entamer la dernière année du chantier avant la réouverture de la cathédrale et vivre le moment venu cet événement à la préparation duquel il aura consacré l'essentiel de ces dernières années, comme vous l'aviez bien identifié et relevé. Nous avons tous en tête l'hommage qui lui a été rendu en août aux Invalides. Je tiens à dire que par la force de sa personnalité et de sa volonté, le général a installé la foi en la réussite d'un défi, le défi de 2024, qui paraissait déraisonnable au plus grand nombre en 2019. Et puis aussi,
En même temps qu'une exigence sans concession, le général réunissait de très grandes qualités humaines. Une grande attention à autrui, notamment aux plus humbles. Et il faut dire que ces qualités étaient nourries par sa profonde foi chrétienne, qu'il ne cachait pas. Pour ma part, je suis honoré de la confiance que le président de la République m'a accordée en me nommant à la présidence de l'établissement. Indépendamment des qualités individuelles, il a fait un choix de continuité, vous l'avez relevé, qui de facto est une reconnaissance de sa part du bon fonctionnement de tout ce que le général avait su installer. Cette continuité est, je crois, ce qu'il fallait pour consolider le bon avancement du chantier face au risque de déstabilisation induit par le décès brutal de notre président. Cette continuité répond à l'attente des nombreux acteurs et partenaires du relèvement de la cathédrale. Dès le lendemain de la disparition du général, j'ai pu exprimer le sentiment de tous les acteurs et partenaires de ce chantier, et ils sont nombreux. Loin de se laisser perturber, réussir d'autant plus le défi de 2024, en mémoire et fidélité au général Georgelin, mener à bien sans lui cette restauration et ouvrir la cathédrale le 8 décembre 2024. C'est ce que nous lui devons et c'est ce qu'il attend de nous. Vous avez noté que le président de la République a énoncé, lors de l'hommage national, avec une grande solennité, l'engagement à la nation de rouvrir la cathédrale à cette date précise, et il l'a redit lors de sa visite vendredi dernier. Notre réunion d'aujourd'hui arrive à une étape majeure du chantier, alors que quasiment une année, un petit peu moins, nous sépare désormais de la réouverture de Notre-Dame de Paris. C'est aussi un moment où l'établissement public maître d'ouvrage a été créé il y a tout juste 4 ans. Je voudrais vous dire, Madame la Présidente, Madame la Coprésidente, Monsieur le Coprésident, Messieurs, Mesdames les députés, vous dire où en est le chantier, tout ce qui a été accompli depuis 1 an, et vous faire part de quelques sujets d'attention. Après le temps de la sécurisation de l'édifice, puis de la préparation de la restauration, nous sommes depuis 2 ans dans le temps des travaux effectifs et donc dans le temps des entreprises. Le chantier bat son plein, conformément au calendrier fixé, et grâce à la mobilisation constante des équipes, certes de l'établissement public, mais aussi de nos architectes, de la maîtrise d'œuvre et des entreprises et artisans d'art. Nous récoltons aujourd'hui les fruits de tout le travail réalisé en amont. Études, passation des appels d'offres, de marchés de travaux, travaux préparatoires menés par les entreprises dans leurs ateliers. Je souhaite insister dans la phase intense de travaux où nous sommes sur les formidables compétences et savoir-faire détenus par les entreprises et ateliers d'art qui sont à l'œuvre sur le chantier. Ils sont un témoignage particulièrement convaincant de l'excellence française et ils font honneur à la France. Je voudrais aussi insister sur l'exceptionnel état d'esprit, cher au général Georgelin, qui règne sur ce chantier. Un état d'esprit fait d'engagement, d'enthousiasme, de fierté et surtout d'union qui caractérise ce chantier hors du commun. C'est une magnifique aventure humaine collective où nous sommes tous engagés et déterminés à réussir ensemble. C'est le carburant du dynamisme du chantier, cet état d'esprit. Et c'est un facteur essentiel de la confiance que nous avons aujourd'hui dans la tenue du délai, alors même que la dernière ligne droite ne sera pas un long fleuve tranquille, elle sera, comme jusqu'à présent, semée d'imprévus et de grains de sable. Je veux redire à ce sujet le caractère essentiel de maîtriser la coactivité des nombreuses entreprises à l'œuvre sur le chantier, la logistique nécessaire à ce chantier, les moyens de stockage, de montage, de levage, de grutage, dans un site où l'espace est extrêmement contraint autour de la cathédrale. Nous disposons de très peu de place, ce qui nous oblige à innover et à faire preuve d'imagination. Le recours à des livraisons fluviales en aura été un bel exemple, comme à des plateformes en hauteur de montage et de levage qui dupliquent en quelque sorte l'espace disponible autour de la cathédrale. Le dynamisme des travaux produit des effets très visibles, même spectaculaires, de semaine en semaine. Et nous en verrons quelques photos dans un instant. Des avancées substantielles et symboliquement très significatives ont été réalisées sur le chantier tout au long de l'année 2023. La dernière en date, que vous avez relevée, particulièrement importante,
et l'achèvement de la charpente en chêne de la Flèche que le président de la République a pu constater lors de sa visite le 8 décembre dernier. À l'intérieur de la cathédrale, le nettoyage et la restauration simultanée des 42 000 m² de murs intérieurs, grands vaisseaux, collatéraux, déambulatoires, ainsi que l'ensemble des 24 chapelles, sont quasiment achevés. La repose de l'intégralité des vitraux des baies de la nef et du chœur est également terminée, et les échafaudages sont démontés, à l'exception de celui de la Flèche, échafaudage qui va jusqu'au sol. Ainsi, lorsqu'on pénètre dans la cathédrale, on retrouve les volumes dans toute leur ampleur et la blondeur retrouvée des pierres. Les principaux travaux en cours à l'intérieur de la cathédrale concernent maintenant les installations techniques, puisque dans un an, nous rouvrons une cathédrale non seulement nettoyée et restaurée, mais également entièrement rénovée du point de vue de ses installations électriques et techniques. Une grande galerie technique a été creusée sur le flanc sud de la cathédrale pour accueillir tous ces réseaux. Elle est achevée et nous sommes maintenant en plein dans les travaux sur les sols de la cathédrale qui doivent accueillir les réseaux. Les travaux de terrassement sont systématiquement accompagnés de fouilles archéologiques. Grâce à la mobilisation importante que l'INRAP consent à nos côtés comme un partenaire engagé et dynamique, et à la bonne coordination avec les entreprises de terrassement et en charge des installations techniques, le planning est à ce stade respecté et nous sommes, sur ce sujet également, confiants. Toujours à l'intérieur, l'ensemble des voûtes effondrées, à l'exception de celle de la croisée du transept, sont refermées maintenant grâce au travail formidable des maçons tailleurs de pierre. Et nous sommes passés aux parties extérieures de la cathédrale. Les maçons tailleurs de pierre ayant achevé le remplacement des pierres fragilisées par les hautes températures au niveau des murs bahus, c'est-à-dire la partie supérieure des murs des latéraux de la cathédrale, eh bien, nous avons pu monter les charpentes. Les pignons nord, sud et ouest, dont les pierres avaient été très fragilisées par l'incendie, ont dû également être intégralement démontés et remontés avec des pierres neuves. Ils sont achevés maintenant, et la grande statue du Christ surmontant le pignon sud a été installée à la fin du mois de novembre, et celle de Saint-Denis sur le pignon nord a été remise en place la semaine dernière. L'achèvement de l'édification de la Flèche constitue l'avancée la plus forte et très rassurante de ces derniers mois. J'en situe les grandes étapes. Le montage de sa charpente, au-dessus des voûtes de la croisée du transept, a commencé à la fin du mois de mars 2023. Le 14 avril 2023, lors de la visite du président de la République, le tabouret, c'est-à-dire le socle de la Flèche, était en place. Enfin, après des travaux de montage qui se sont étendus depuis avril, l'achèvement de l'élévation in situ de cette charpente a eu lieu la semaine dernière avec la pose de la couronne et de la croix sommitale le 6 décembre dernier, donc tout récemment. Il reste quelques éléments de bois à monter dans l'aiguille et au plus tard au printemps 2024, lorsque l'échafaudage aura effectué la plus grande partie de son démontage à la base de la flèche, nous aurons quelques compléments pour joindre les charpentes de la nef, du chœur et des bras du transept à la base de la flèche. La flèche s'élève ainsi actuellement à sa hauteur maximale. Il nous reste à poser le coq. Ce sera fait ce samedi, après la pose des reliques et sa bénédiction par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. Et en cette fin d'année 2023, nous entrons donc dans le temps des couvreurs, avec la pose des voliges en bois sur l'aiguille de la flèche. Ainsi, nous sommes dans les temps sur cette composante essentielle de la restauration de la cathédrale. Cette avancée très symbolique conforte notre confiance et notre détermination. Alors, dès le début de l'année 2024, nous entamerons donc les opérations de couverture avec l'arrivée des ornements et décors en plomb. Ceux-ci ont été façonnés dans les ateliers du groupement de couvreurs pendant l'année écoulée et sont déjà en bonne partie préparés. Nous prévoyons pour le grand moment des Jeux Olympiques d'être en mesure d'avoir déséchafaudé la partie supérieure de la flèche et d'avoir achevé l'essentiel des couvertures afin que les Parisiens et tous les visiteurs qui viendront du monde entier et qui seront à Paris, perçoivent à quel point la cathédrale est proche de sa réouverture. Les charpentes de la nef et du chœur avancent à bon rythme. La dernière ferme complète du chœur a été levée la semaine dernière. Les charpentiers pourront maintenant entamer la pose de l'abside, la partie terminale et arrondie de la charpente du chœur, la plus à l'est, côté île Saint-Louis, dans les toutes prochaines semaines. Les premières tables de plomb arriveront donc dans le courant du premier trimestre 2024. Et côté nef, les choses sont également très avancées. Je reviens maintenant aux travaux de restauration qui concourent au relèvement de
de la cathédrale. Comme je vous le disais, leur avancement se fait au rythme prévu. Et pour répondre à une de vos interrogations, Madame la coprésidente, les éléments d'exécution budgétaire que nous avons à ce stade font ressortir que l'enveloppe allouée aux travaux de restauration que vous avez évoquée sera respectée. La phase de sécurisation a un coût définitif, qui est donc de 150 millions d'euros, que vous avez évoqué, qui est maintenant clos. Et pour la phase de restauration, l'enveloppe reste allouée à 552 millions d'euros. L'inflation qui avait fait suite au Covid et à la guerre en Ukraine ayant été heureusement compensée par des bonnes surprises que nous avons eues sur les appels d'offres de travaux et la bonne maîtrise des travaux en cours. Donc nous restons à 550 millions d'euros. Comparé donc aux 846 millions issus de la souscription nationale, un solde d'environ 150 millions d'euros devrait être dégagé, comme vous l'avez relevé. Il ressort des échanges que nous avons eus avec nos grands mécènes qu'ils sont globalement acquis à l'idée d'utiliser ce solde au bénéfice de la cathédrale. Nous étudions en conséquence, en ce moment, la mise en œuvre de restaurations complémentaires qui prendraient la suite des travaux de réouverture. Ces travaux, menés par l'établissement public dans une phase transitoire, financés pour l'essentiel par la souscription nationale, concerneront les élévations extérieures du monument, en commençant par le chevet. L'objectif est qu'il puisse être engagé dès 2025, qu'il y ait une continuité de ce point de vue-là dans la conduite de travaux sur la cathédrale, et le réengagement de l'État s'opérerait dès que nécessaire pour l'achèvement complet des restaurations extérieures de ce monument. Je voudrais aussi, pour finir, évoquer nos actions de valorisation du chantier des métiers et des savoir-faire qui rejoignent la nécessité d'informer aussi bien nos mécènes et donateurs et fondations que l'ensemble des publics qui suivent avec passion l'avancée de cette restauration. Le 14 février dernier, nous avons ouvert l'exposition Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs, que nous coproduisons avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au Palais de Chaillot. Le 7 mars 2023, c'est notre maison du chantier et des métiers qui a été ouverte avec l'exposition Notre-Dame de Paris au cœur du chantier, sous le parvis de la cathédrale, d'accès libre et gratuit. Elle met en valeur les acteurs du chantier et tous les corps de métier qui y sont mobilisés. Enfin, les expositions de photos sur les palissades, qui ont beaucoup de succès auprès de tous les publics qui passent à proximité, ont été entièrement renouvelées en 2023 et comportent des infographies sur les opérations les plus complexes de la restauration qui, je crois, soulèvent beaucoup d'intérêt de la part des visiteurs et passants. Enfin, le 5e numéro de la Fabrique de Notre-Dame est paru au début de l'été et le 6e numéro sortira début janvier. Nous avons aussi pérennisé notre présence sur le parvis à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. En septembre dernier, nous avons accueilli sur le désormais traditionnel village du chantier plus de 30 000 visiteurs, ce qui a battu tous nos records de fréquentation. Cette édition a été une pleine réussite également au plan des démonstrations de savoir-faire et des échanges entre les acteurs du chantier, compagnons et artisans d'art, et tous ces visiteurs qui suivent avec donc passion, comme je le disais, notre restauration. Ce sont des moments magiques qui entretiennent le courage et la détermination de nos compagnons et artisans d'art. Enfin, un label unique vers la réouverture regroupe avec tous nos partenaires qui mettent en place des expositions, des événements culturels et conférences en vue de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Sous ce label, l'exposition Trésor de Notre-Dame de Paris est présentée au Louvre, organisée par le musée du Louvre depuis le 18 octobre dernier. Un cycle de conférences est organisé également par l'Institut national du patrimoine et l'INHA. Nous avons aussi lancé, à l'intention des scolaires, notamment des collèges, une mallette pédagogique destinée à faire découvrir le chantier et ses métiers aux jeunes de 12 à 17 ans. Cette mallette est fabriquée et déjà disponible à la réservation des collèges et lycées qui en font la demande dans la France entière, et également aux structures qui travaillent à l'orientation et à l'insertion des jeunes. Aujourd'hui, 1100 mallettes ont déjà été attribuées et elles seront distribuées gratuitement dans le courant du premier trimestre 2024. Enfin, comme vous le savez, les réseaux sociaux de l'établissement public sont actifs et ont beaucoup de succès. Instagram, Facebook, LinkedIn, une chaîne YouTube. Tout cela s'est intensifié. Nous avons un nombre toujours croissant d'abonnés et si vous ne nous avez pas rejoints, je vous invite à le faire. Dans ce cadre, la perspective d'un musée de l'œuvre, qui a été annoncée par le président, évidemment, est une excellente nouvelle
Et elle donnera à comprendre ce monument aux 14 millions de visiteurs qui ne sont pas forcément familiers de ce type d'architecture et du culte qui s'y déroule. Et je suis convaincu aussi que ce musée sera l'occasion de faire connaître et de mettre en valeur les métiers et compétences qui permettent l'entretien des cathédrales en général, de Notre-Dame de Paris en particulier, et qui ont permis de mener à bien cette restauration. Afin de compléter pour les réponses à vos premières questions, je vous propose de découvrir quelques photographies que nous allons rapidement voir ensemble et qui illustrent ces avancées très spectaculaires dont nous avons parlé. Voilà. Voici, nous avons dit que les échafaudages avaient été démontés à l'intérieur de la cathédrale grâce à l'avancée de la restauration des voûtes. Voici une vue de la nef. Voici, on la voit. Est-ce qu'on attend de baisser la lumière? Est-ce que c'est possible? Voilà, merci. Voici une vue de la nef, avec à l'extrémité de la photo l'échafaudage de construction de la flèche, qui est le seul échafaudage encore présent dans la cathédrale. Une nef qui vous permet les vitraux des Béotes ont été replacés, et vous avez sur cette photo des parties de la nef qui étaient d'une des grandes brèches entièrement reconstruites, et qui montrent à quel point les reconstructions, dans le respect des savoir-faire ancestraux, rendent parfaitement indiscernables les destructions de l'incendie. Nous passons à une vue de la restauration du chœur. Là, nous venons déséchafauder le chœur, ça fait depuis quelques jours. Nous avons également replacé les baies hautes et nous retrouvons la beauté de cet espace qui est une des vues actuelles à l'intérieur de la cathédrale les plus impressionnantes. Voici une vue du chœur qui vous montre à quel point l'espace intérieur nous projette déjà dans l'approche réouverture. Les parties basses, qui étaient les plus encrassées dans la cathédrale, collatéraux, chapelles, déambulatoires du chœur, sont également entièrement nettoyées à l'heure qu'il est et déséchafaudées. Et voici, pour finir, le bras nord du transept, où nous avions une brèche significative, un des voûtins, celui qui est au centre de cette photo, près de la clé de voûte, qui là aussi est entièrement reconstruit et indiscernable du reste des voûtes restaurées. Nous avons toute une action de nettoyage des décors peints qui va restituer à ces décors peints, qui sont pour l'essentiel du XIXe siècle, toute leur beauté et l'éclat de leur couleur. Voici une photo qui l'illustre dans la sacristie, qui participe à la visite, à la présentation du trésor. Mais nous avons des décors peints dans toutes les chapelles du chœur qui vont participer à l'émerveillement des visiteurs et fidèles qui entreront dans la cathédrale à partir du 8 ou 9 décembre prochain. Peut-être qu'il faudra attendre le 9 pour qu'à l'issue de la messe du 8, les visiteurs entrent dans la cathédrale. Le nettoyage des vitraux, on peut l'illustrer sur ces vitraux visibles dans la sacristie qui ont retrouvé tout leur éclat et qui sont des réalisations du XIXe siècle qui sont très belles. Je vous ai évoqué l'importance des travaux techniques. Ce sont des travaux moins emblématiques, moins visibles, mais très nécessaires pour la bonne utilisation de la cathédrale. Voici une grande galerie technique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été réalisée au sud de la cathédrale, 4 mètres de profondeur, 2,50 mètres de large, des fouilles importantes menées avec les archéologues de l'INRAP. Et puis en ce moment, les archéologues travaillent à l'intérieur de la cathédrale, puisque nous préparons les cheminements des câbles qui vont irriguer le son, l'éclairage et tout ce qui est nécessaire au suivi de ces grandes célébrations. Je vous ai parlé des pignons qui ont dû être reconstruits. Très bel ouvrage de maçonnerie et de pierre de taille. Voici le pignon ouest de la cathédrale, celui qui donne sur le parvis. Et nous voyez l'extrémité de la charpente de la nef en voie d'achèvement qui va venir s'appuyer sur ce pignon ouest. Vous avez ici le pignon sud, également entièrement reconstruit, sur lequel la statue du Christ a retrouvé sa place tout récemment. Et ce travail de reconstruction des pignons s'accompagne d'un important travail de sculpture à neuf. Et je dois dire que là encore, nous avons la chance d'avoir en France aujourd'hui ces savoir-faire exceptionnels. Nous avons des sculpteurs qui savent sculpter avec un ciseau et un burin,
qui savent sculpter comme on sculptait au Moyen-Âge et qui resculptent à neuf des sculptures qui sont magnifiques. Donc voici des sculptures sur le pignon sud. Et voici dans notre halle de sculpture devant la cathédrale, dans notre enceinte du chantier, les 3 étapes d'une sculpture à neuf, d'une grande chimère de Viollet-le-Duc. Vous avez l'original, sur la droite de la photo, qui est trop fragile pour être posé dans la cathédrale et qui rejoindra le musée Notre-Dame, qui aura une place de choix dans ce musée. Vous avez au premier plan un modèle en résine 3D, comme on dit, résine verte, qui permet de combler les lacunes de l'original, et ça permet de donner un bon à tirer par nos architectes sur la resculpture à neuf de ces sculptures en ronde-bosse. Et vous avez sur la gauche de la photo la réalisation de nos sculpteurs, réalisation d'une qualité parfaite, entièrement sculptée à la main, selon les techniques d'origine, et qui sera replacée sur la cathédrale dans quelques mois. Nous avons au total une bonne dizaine de grandes sculptures en ronde-bosse qui sont resculptées à neuf, mais nous avons en plus des éléments végétaux, des éléments de rosace, beaucoup d'éléments qui sont entièrement sculptés par nos sculpteurs. Passons au travail des charpentiers. Les charpentiers font un travail magnifique sur cette cathédrale. Ils ont taillé en atelier, en Normandie, en Anjou, en Lorraine, les charpentes. Et maintenant, les charpentes sont en passe d'avoir entièrement retrouvé leur place sur la cathédrale, redonnant à la cathédrale sa silhouette. Vous avez ici la charpente de la nef, quasiment montée. Vous retrouvez le pignon ouest que nous avons vu sur une diapo précédente. Nous avons ici la charpente du chœur, et nous venons de placer, qui approche sur la droite de cette abside que j'évoquais, cette partie arrondie, qui parachèvera cette charpente. Tout cela a été monté à blanc en atelier avant de venir sur la cathédrale. Et la photo suivante vous montre le grutage de la dernière ferme du chœur qui a pris sa place juste avant l'abside. C'est une photo prise en fin de journée, la semaine dernière. C'est vraiment tout récent. Et nous avons en permanence des moments magiques sur le chantier où nous voyons ces très belles choses qui se passent sous nos yeux. Le montage de la flèche, quelques photos pour l'illustrer. 2 ouvrages exceptionnels. L'ouvrage de charpente, la flèche est un chef-d'œuvre de charpente, et l'ouvrage des échafaudeurs. Car la charpente s'est élevée en même temps que son échafaudage, et l'échafaudage nécessaire à l'élévation de la charpente est lui-même un chef-d'œuvre. Alors lui, il est un petit peu éphémère, car nous n'avons pas prévu de le laisser en place, mais il faut quand même rendre hommage aux échafaudeurs. Voici, on zoome ici, un élément de la flèche à environ 50 mètres de hauteur, un des étages ajourés de la flèche. Ce sont des décors qui ont été réalisés à Thouars et qui ont retrouvé leur place sur la flèche. Donc la flèche, elle s'est montée d'avril à début décembre, comme je vous le disais, et nous arrivons à l'instant emblématique que nous évoquions il y a un instant, le levage de la partie sommitale de cette charpente de la flèche, un grand moment d'émotion, un de ces moments de cette aventure humaine collective. Quand nous avons gruté, là nous étions à environ 88 mètres et la flèche avait se dressé à nouveau et on la voit très bien à travers l'échafaudage, notamment à certaines heures ou sous certains angles. Ce qui fait que tous les Parisiens ont profité et profitent aujourd'hui de ce relèvement de la flèche de Viollet-le-Duc. Et pour lui faire parvenir à sa hauteur sommitale de 96 mètres, eh bien, il restait à gruter un élément métallique fait de plomb et d'acier, qui est cette croix sommitale partiellement dorée, qui a retrouvé sa place la semaine dernière. Un très beau moment là encore. Et il reste le coq à poser dans quelques jours, et nous n'aurons plus à ce moment-là qu'à attaquer la redescente via la couverture et les ornements en plomb. Et c'est ce que nous allons, nous espérons, dans le courant de la fin du printemps, attaquer la dépose de l'échafaudage. Voilà ces quelques clichés que je voulais vous montrer, car quand on parle de cette restauration de Notre-Dame de Paris, ce serait dommage de ne pas donner à voir cette beauté qui est notre quotidien. Et je dois dire que, et vous comprenez pourquoi, c'est dans l'enthousiasme et la fierté que tous les compagnons travaillent sur ce chantier. Quelques mots, enfin, pour répondre aux questions que j'ai notées. Sur la phase 3, nous aurons, pour l'essentiel, Madame la coprésidente, des pathologies préexistantes, mais qui ont été aggravées par l'incendie. Mais je dois dire que dans nos discussions avec les mécènes, cette distinction de ce qui relèverait des pathologies préexistantes et des dégâts de l'incendie n'est pas un critère qui s'avère réellement, dans leur esprit, significatif.
C'est d'ailleurs au cas par cas assez difficile. Nous allons reconstruire des arcs-boutants. Ces arcs-boutants étaient pour la plupart à reconstruire avant l'incendie. Évidemment, l'incendie n'a pas arrangé les choses. Bon. Vous avez évoqué les moyens de communication vers le grand public et les donateurs, je les ai évoqués. Je rappelle que nous avons un comité des donateurs qui réunit les principaux mécènes et les fondations et que nous réunissons 2 fois par an. Il va bientôt se réunir à la mi-janvier. Et vous avez évoqué l'annonce sur des vitraux contemporains sur 6 chapelles. Bien sûr, tout le monde ne sera pas probablement sur cette ligne, et vous l'avez évoqué, monsieur le coprésident. Depuis, nous savons que sur cette cathédrale, il y a une approche qui consiste à dire qu'il faudrait figer la cathédrale définitivement dans un certain état. Une autre approche qui consiste à dire que cette cathédrale doit vivre, et chaque siècle, depuis le début de sa construction, y a apporté sa marque, pourquoi pas le XXIe siècle. C'est cette approche qui a prévalu dans l'esprit de l'archevêque de Paris et dans l'esprit du président de la République. Je dois dire que nous serons très attachés, et nous sommes tous sur cette ligne, à ce que la consultation et les projets qui seront examinés soient à la hauteur du monument et permettent de rassurer les inquiétudes qui s'élèvent aujourd'hui. Vous avez évoqué les difficultés à coordonner tous ces corps de métier. C'est un enjeu extrêmement fort et j'ai rappelé les moyens de coordination et d'infrastructures de chantier. C'est une attention constante. C'est la source de grains de sable. Quand on coordonne 140 lots de travaux, évidemment, il y a des imprévus. Eh bien, c'est notre travail tous les jours de les affronter en partenariat avec nos entreprises, nos architectes, et c'est avec des circuits courts, dans la confiance et dans le souci d'avancer et du dynamisme du chantier, que nous résolvons ces difficultés. Nous l'avons fait jusqu'à présent et nous sommes confiants dans notre capacité à le faire jusqu'au 8 décembre 2024. Vous avez évoqué les problématiques de sécurité de cette cathédrale. C'est l'objet d'une attention très considérable que nous partageons avec évidemment l'affectataire, mais aussi avec la préfecture de police de Paris, qui est très impliquée dans ces questions. Et nous cherchons à concilier la fluidité et la sécurité. C'est un édifice qui doit rester fluide dans son accès, et il faut concilier ça avec la sécurité. C'est effectivement une problématique qui n'est pas simple. Enfin, nous avons des échanges et une coordination très étroite avec la ville de Paris, et notamment pour un enjeu que vous avez bien en tête probablement, qui est que lorsque la cathédrale réouvrira, alors même que les travaux de réaménagement des abords n'auront pas encore commencé de manière effective, eh bien nous rendrons l'accès aux 3 portails de la façade et nous rendrons une bonne partie de la rue du Cloître. Donc nous avons des discussions en cours avec la ville de Paris pour que, en partenariat avec eux, l'établissement public soit chargé de ces travaux pour garantir le bon accès à la cathédrale à sa réouverture. C'est évidemment essentiel à la fluidité des accès des 14 millions de visiteurs qui se presseront pour découvrir le résultat de cette restauration. Et ils sont impatients de le faire et on les comprend. Voilà, merci. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette présentation, pour ces premières réponses aux questions et puis ces photos qui nous font vivre l'avancée du chantier et on a hâte d'y être. Voilà. Non, ce n'est pas un appel déguisé, c'est clairement une volonté, si possible, que la commission puisse se rendre dès que possible, dès qu'en format plus large, on peut... quand la cathédrale et vous pourrez nous y accueillir, ce sera avec grand plaisir que nous nous y rendrons. Message reçu. Merci. Voilà, parce que je sais que de toute façon, c'est une des questions qui va vous être posée, donc je l'ai faite pour tout le monde. Mais parce que j'en ai très envie aussi. Pour les orateurs de groupe, nous allons commencer avec le groupe Renaissance. Bertrand Sort, pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'établissement public, Madame et Monsieur les coprésidents. Je tiens à mon tour, au nom du groupe Renaissance, à rendre hommage au général Jean-Louis Georgelin, qui supervisait brillamment la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui malheureusement nous a quittés brutalement l'été dernier. Nous avons eu la chance de le rencontrer lors d'une visite de chantier. Sa passion pour l'édifice, son engagement à la réussite de sa mission, mais aussi son attention à chacun des ouvriers faisait merveille.
L'occasion aussi de vous souhaiter, monsieur, une pleine réussite dans cette belle mission qui vous est désormais confiée. Je tenais également à vous féliciter, madame et monsieur les coprésidents, pour les travaux engagés dans le cadre de ce groupe de travail et pour votre communication ce matin riche et précise. Le 8 décembre dernier, à un an de la réouverture de l'édifice, la flèche est de nouveau visible et les travaux suivent leur cours, le calendrier est respecté, conformément à la promesse du président de la République, Emmanuel Macron. Nous nous souvenons tous de ce 15 avril 2019 où, sans voie de découvrir les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu, nous étions inquiets et circonspects sur la possibilité de la reconstruire. Suite à ce terrible incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale et après avoir frôlé son effondrement, l'établissement public administratif chargé de la conservation et de la restauration a été créé. Cette nouvelle structure a reçu pour mission d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale. Après la stupeur et la tristesse face à cet incendie, c'est un élan exceptionnel de générosité et de mécénat de la part des Français et des admirateurs du monde entier qui a permis de reconstruire Notre-Dame à l'identique. Je tiens à ce moment aussi à saluer l'excellence des artisans d'art et des compagnons. Je souhaite que nous puissions valoriser leur talent et les remercier ce matin pour le travail d'ores et déjà réalisé. 98% des promesses de dons sont aujourd'hui contractualisées. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous préciser comment l'établissement public a d'ores et déjà utilisé ces dons et ce que vous comptez faire des 140 millions d'euros supplémentaires? Et j'aimerais aussi connaître les préconisations de Madame et Monsieur les coprésidents sur l'utilisation de ces deniers. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Pour le Rassemblement national, Lisette Paulet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, je voudrais rendre hommage au général Jean-Louis Georgelin, décédé cet été. Lors de la tragédie du 15 avril 2019, Notre-Dame est partie en fumée, et ce, avec 400 tonnes de plomb. Dès le lendemain, l'Agence nationale de santé avait en effet effectué des prélèvements autour de la cathédrale. À un an de sa réouverture, Notre-Dame a retrouvé la silhouette de sa flèche. Je tiens à saluer l'engagement des architectes, des entreprises, des artisans et des compagnons. Sa charpente en chêne massif est achevée. Et dès le début de l'année 2024, sa couverture en plomb doit être engagée. Mais le nuage de plomb qui plane sur le chantier de Notre-Dame depuis ses débuts vient de refaire surface. En effet, la décision de la reconstruire à l'identique de celle érigée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, c'est-à-dire recouverte de plomb, pose problème à de nombreux élus. Le général Jean-Louis Georgelin avait souligné que le plomb serait la couverture du grand comble et de la flèche qui sont situés à une quarantaine de mètres du sol et sont inaccessibles, ce qui n'expose aucun public à l'ingestion de plomb. L'inspection du travail suit de très près ce chantier et de nombreuses mesures ont été prises pour les ouvriers et les visiteurs. Une douche avant et après ainsi qu'un change sont obligatoires. Mais les questions de protection sanitaire et environnementale liées au plomb restent légitimes puisque ce matériau est en effet reconnu cancérigène, mutagène et dangereux sans effet de seuil. Concernant le risque d'exposition au plomb lié aux eaux de ruissellement, des mesures ont été prises et des analyses auront lieu avant le déversement dans la Seine. Serait-il possible de nous en dire davantage dessus ? Au vu du début de polémiques sur cette question et les prises de parole de certains élus parisiens, pourriez-vous, Monsieur Jost, nous exposer toutes les précautions prises sur ce sujet? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour LFI, Sarah Legrain. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, chers invités, je crois que ici, tous, nous nous souvenons de ce moment particulier où on a vu les premières images terrifiantes de Notre-Dame en flammes. En ce moment spécial, je crois que chacun, quelles que soient d'ailleurs ses convictions religieuses ou philosophiques, a eu le sentiment de perdre un bien commun et chacun se réjouit à nouveau de voir cette flèche s'élever dans le ciel parisien et salue, et je m'y associe, le travail exceptionnel des architectes et des artisans. Alors il ne faut pas oublier que pour les Parisiennes et les Parisiens dont je suis, cet effroi, cette tristesse ont été accompagnée d'une inquiétude particulière d'ordre sanitaire, celle de l'exposition au plomb, qui a été minimisée, voire niée par les autorités à ce moment-là. Une inquiétude qui a débouché en avril dernier sur une ouverture d'une information judiciaire pour mise en danger d'autrui, après les plaintes de plusieurs familles et associations. Le 9 juillet 2020, une étude de chercheurs de l'Université de Columbia indiquait que la population résidant dans un rayon d'1 kilomètre
et sous le panache de l'incendie a probablement été très considérablement plus exposé aux retombées de plomb que l'indiquaient les mesures effectuées par les autorités locales. Selon leurs estimations, au total, c'est près d'une tonne de poussière de plomb qui serait retombée sur le sol dans cette zone. Or, le même jour, le président Macron a annoncé que la flèche de la cathédrale serait reconstruite à l'identique, avec donc une couverture et des ornements de plomb. L'Association des familles victimes du saturnisme a exprimé son opposition à cette reconstruction au plomb, en indiquant que d'autres choix étaient possibles. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Annie Thébaumoni, directrice de recherche honoraire à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et présidente de l'association Henri Pézra, a alerté sur le risque de nouvelles contaminations au plomb pour les travailleurs durant les travaux, mais aussi dans la durée au niveau environnemental, avec notamment le relargage de poussière fine avec la pluie. Dans un avis rendu en janvier 2021, le Haut Conseil de la santé publique estime que ce serait environ 21 kg de plomb par an qui seraient émis dans les eaux de ruissellement. Et lors de son audition devant le Sénat, Jean-Louis Georgelin, dont je salue ici, comme tout le monde, la mémoire, avait reconnu ce risque éventuel lié aux eaux de ruissellement, avait évoqué une étude qui serait commandée. Est-ce que cette étude a été réalisée? Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été publiée? Et comment on peut expliquer ce choix du plomb, matériau cancérigène, toxique, même à faible dose, y compris pour les femmes enceintes et les enfants? Je termine sur pourquoi est-ce qu'on accepterait que la reconstruction tant attendue de ce bien commun des Parisiens, des Français, du monde entier, soit entachée par ce risque de contamination des habitants, des travailleurs, des fidèles, des touristes. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour les Républicains, Emmanuel Antoine. Merci, Madame la Présidente, Madame, Messieurs. La France a été saisie d'effroi et de stupeur au soir du 15 avril 2019 en découvrant les images bouleversantes de la charpente de Notre-Dame de Paris partant en fumée et de la chute de la flèche édifiée par Viollet-le-Duc. L'émotion populaire fut vive et instantanée. La réaction de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris fut exemplaire et prompte. Après l'effroi est venu le temps des inquiétudes pour les amoureux du patrimoine. Nous étions effectivement préoccupés par la volonté du gouvernement de déroger à un certain nombre de règles de préservation du patrimoine afin de pouvoir tenir coûte que coûte l'objectif de finir les travaux en 5 ans. Plus de 1000 experts du patrimoine avaient signé une tribune dénonçant les velléités du gouvernement. Celui-ci peut déroger par voie d'ordonnance aux règles en matière d'urbanisme, d'environnement, de construction et de préservation du patrimoine. Au final, cette possibilité de recourir à des ordonnances pour déroger au droit en vigueur semble peu utilisée. Alors, pouvez-vous nous confirmer qu'il est resté limité à la question des carrières de pierre? Il appartient à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, alors présidée par le sénateur Jean-Pierre Leleux, d'avoir opté à l'unanimité pour la reconstruction à l'identique de Notre-Dame, choix entériné ensuite par le gouvernement à l'été 2020. Rappelons-nous que le gouvernement évoquait un temps l'idée d'un grand concours d'art contemporain pour reconstruire la flèche. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui annonce le lancement d'un concours pour la réalisation de 6 vitraux contemporains qui porteront la marque du XXIe siècle. L'inquiétude ressurgit pour les défenseurs du patrimoine. Les vitraux que le président de la République veut remplacer n'ont pourtant pas été affectés par l'incendie et sont classés monuments historiques. La CNPA n'a une fois de plus pas été consultée avant ces annonces. Alors, doit-on s'attendre à de nouveaux revirements de la part de l'exécutif? Et surtout, et je vous demande, Monsieur Josse, de nous répondre avec la même franchise arborée par le général Georgelin, dont je salue également la mémoire au nom du groupe Les Républicains, les déclarations de Monsieur Macron sont-elles bien sérieuses? Merci, Madame la députée. Pour le groupe démocrate, Géraldine Bannier. Merci Madame la Présidente. Monsieur Jost, au nom du groupe des députés démocrates, je vous remercie pour votre présence ici. Nous avons attentivement suivi l'évolution des projets de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, notamment à travers les travaux de notre collègue Sophie Mette, rapporteure d'une mission d'information sur le sujet et malheureusement souffrante aujourd'hui. Je la salue. Vous étiez le bras droit du général Georgelin qui nous a tragiquement quittés cet été. Vous êtes désormais à la tête de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, alors que la cathédrale rouvrira ses portes dans 1 an, respectant le délai annoncé dès 2019 par le président de la République au lendemain du terrible incendie. Vous connaissez parfaitement le chantier, ayant été notamment en charge de la technicité des opérations. Désormais, vous l'avez annoncé, la flèche de Viollet-le-Duc a été reconstruite à l'identique, la restauration des vitraux a eu lieu, ainsi que celle du grand orgue, ou encore le nettoyage des parois et de l'intérieur de la nef. Félicitations pour cela, félicitations aux entreprises.
Plusieurs de ces changements sont visibles, d'autres sont à venir et seront discrets. Ils demeurent essentiels au cœur des préoccupations des Français. Je pense aux efforts fournis en faveur de la protection incendie pour que jamais le drame que notre pays a connu ne se reproduise, pour que jamais plus Notre-Dame ne soit la proie des flammes. Vous avez évoqué un dispositif innovant visant à réduire la teneur en plomb des eaux de ruissellement ainsi qu'un système de brumisation censé étouffer les éventuels départs de feu. D'autres dispositifs et dispositions sont à l'étude. Quels sont-ils ? Seront-ils, ainsi que le reste, si j'ose dire, prêts à temps ? Nous l'espérons et nous avons hâte de retrouver notre cathédrale avec l'espoir que le symbole très fort de la présence du pape François, invité par Emmanuel Macron, devienne réalité. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour les socialistes apparentés, Claudia Rouault. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Jost, mes chers collègues, permettez-moi également d'avoir une pensée pour le général Jean-Louis Georgelin qui nous a quittés cet été. Il fut un grand officier général de nos armées et son rôle dans ce chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris fut décisif. Je conserverai le souvenir de son accueil lors d'une visite de ce chantier des sections, de son dynamisme, sa grande maîtrise du dossier et la précision de ses propos. Monsieur le Président Jost, je vous remercie également pour cette présentation passionnée des travaux de reconstruction. La flèche de la cathédrale est de nouveau visible. Elle symbolise aux yeux de tous l'avancée des travaux de reconstruction, mais surtout d'une volonté de reproduire la merveille de Viollet-le-Duc. Pouvez-vous nous indiquer si l'avancée des travaux pour chaque poste est conforme à l'échéancier initial ou certains retards sont-ils à constater ? Sur le financement, la reconstruction est financée par 846 millions de dons collectés suite au terrible incendie. Quelle part de promesses de dons s'est-elle traduite en dons effectifs et réels, ou y a-t-il encore des promesses en cours? Et concernant le projet de réaménagement des abords de la cathédrale, où en sommes-nous dans le calendrier des travaux suite à la sélection du projet lauréat? Et donc le surplus, vous l'avez expliqué, des 150 millions d'euros permettront de continuer à restaurer la cathédrale, parce qu'on le sait, elle ne sera pas totalement restaurée en fin 2024. Et quelle est la part, il me semble que le général disait, elle ne sera pas complètement terminée à la réouverture. Quelle est la part des travaux qui restera donc à restaurer? En fait, je souhaite également revenir sur l'utilisation du plomb dans le projet de reconstruction. Nous le savons, pour les vitraux, il n'existe pas de matériaux alternatifs. Pour la toiture, le choix a été fait d'une reconstruction à l'identique et donc en plomb. Des associations et des élus franciliens ont relancé la polémique sur ce choix. Devons-nous craindre des recours en justice qui seraient de nature à ralentir le chantier important qui est la toiture? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour Horizon et apparentés, Jérémy Patriélétus. Merci Madame la Présidente. Je veux féliciter à mon tour nos collègues Anne Bruniera et Julien Audoul pour la qualité de leurs travaux. Monsieur le Président, il m'est quelque peu inattendu de me retrouver de l'autre côté de cette table et de vous interroger aujourd'hui comme député, après avoir servi pendant 3 ans comme directeur au sein de l'établissement public sous votre autorité et celle du général d'armée Jean-Louis Georgelin. Vous me permettrez donc de commencer mon propos par lui rendre hommage. Le général Georgelin était l'un des plus grands serviteurs de l'État. Il avait dédié sa vie à la France, ce pays qu'il aimait profondément et qu'il servit avec ferveur. Depuis que le président de la République lui avait confié la noble mission de rendre la cathédrale Notre-Dame de Paris aux Français et au monde, sa bataille pour Notre-Dame était devenue le combat de sa vie. Pour lui, l'objectif fixé par le président de la République de rendre la cathédrale à la visite et au culte en 2024 devait être tenu. Il en allait de l'honneur de la France. Aujourd'hui, si Notre-Dame avance résolument sur le chemin de sa renaissance, c'est sans aucun doute grâce à sa détermination et à sa ténacité. Sa hauteur de vue, son exigence, son érudition, son charisme et son humour irrésistible manqueront à notre pays. Sa trace est désormais inscrite pour les siècles dans le bois de Notre-Dame. Monsieur le Président, je suis heureux que vous ayez repris les rênes de ce chantier que vous connaissez mieux que quiconque et que vous portez avec détermination et enthousiasme depuis plus de 4 ans, aux côtés des équipes de l'établissement public dont je veux saluer le travail. Je veux également rendre hommage ici aux compagnons, aux charpentiers, tailleurs de pierre, couvreurs, maîtres verriers, facteurs d'orgue, restaurateurs, cordistes, échafaudeurs, dinandiers, aux artisans d'art, détenteurs de savoir-faire d'exception qui font la fierté de notre pays. C'est sous leurs mains d'orfèvres que la cathédrale renaît. Je veux également remercier les 340 000 donateurs français et étrangers qui ont donné corps à un élan de générosité sans précédent. Rien n'aurait été possible sans leur soutien. Ayant pris part à ce chantier jusqu'à mon élection, je ne vous interrogerai pas sur les travaux menés ou sur les actions de valorisation que vous avez conduites. Je souhaite plutôt vous entendre sur l'héritage du chantier. Comment pouvons-nous garder une trace de cette richesse et de cette diversité des savoir-faire?
peuvent-ils trouver leur place dans le musée de l'œuvre? Autrement dit, comment pouvons-nous continuer de valoriser ce patrimoine immatériel? Ce musée de l'œuvre pourrait également être une vitrine des métiers du patrimoine et des métiers d'art, un lieu d'exposition de ces savoir-faire. Enfin, comment les donateurs pourront-ils être reconnus au moment de la réouverture? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour les écologistes, Sophie Tallier-Polian. Merci, Madame la Présidente. Le groupe écologiste se joint aux différents hommages très appuyés et très forts au général Georges Lain et bien entendu à l'immense dynamique qu'il a su créer autour de la reconstruction de Notre-Dame. Cet incendie, il y a 4 ans, nous a tous profondément marqués, nous a tous profondément meurtris. Et nous sommes heureux et heureuses de voir que le chantier avance. Nous partageons et nous vous remercions pour votre enthousiasme et votre fierté, à vous et à toutes celles et ceux qui contribuent de toute manière possible à la reconstruction et à la réouverture prochaine de la cathédrale Notre-Dame, pour les touristes, pour les visiteurs, pour les fidèles et pour tous et toutes les Parisiens et les Françaises et Français. Nous souhaitons, comme d'autres groupes, attirer cependant votre attention sur la question de l'exposition au plomb, qui nous semble un sujet qui n'a pas été suffisamment traité lors de votre intervention liminaire. Le plomb, ce n'est pas rien. Le plomb, c'est 5 millions de morts par an dans le monde. Donc il est tout à fait logique et légitime que de nombreuses questions surgissent à ce sujet, notamment car certains avancent qu'il y a des matériaux alternatifs qui peuvent être utilisés, notamment sur les toitures. Donc j'ai une pensée pour les associations des familles de victimes du saturnisme, à l'association Henri Pézra, à l'Union départementale de la CGT, qui se battent, qui attendent des décisions de justice, parce qu'aujourd'hui, cette incompréhension, elle demeure, elle est extrêmement forte, et nous souhaitons ici la relayer. Nous souhaitons également, cela dit, nous sommes interrogés beaucoup au moment des choix de la restauration de la cathédrale sur ces choix de reconstruire à l'identique du 19e siècle. Et nous nous félicitons donc que les artistes de notre époque soient maintenant aussi valorisés par le concours lancé sur les vitraux. Les esthétiques actuelles ne sont pas moins belles, pas moins légitimes que celles de la période de construction de la cathédrale ou que celles du 19e siècle qui ont présidé à la restauration par Viollet-le-Duc. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Lyot, Béatrice Descamps. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues députés, je voulais vous remercier tout d'abord de vos propos liminaires et réponses quelque part déjà apportées. Je voudrais moi aussi avoir une pensée, bien sûr, et saluer la mémoire du général Georges Lain. Et je voudrais aussi saluer le formidable travail et le savoir-faire des compagnons artisans d'art, encadrants de chantiers et autres corps de métier. À ce sujet, lors de notre mission d'information du mandat précédent, nous avions consacré un temps certain au sujet de la formation aux métiers de bâtiment, des métiers du patrimoine et de l'apprentissage. Peut-on dire aujourd'hui, selon vous, Monsieur le Président, après 4 ans de ce chantier hors norme, que celui-ci amène à changer le regard et à faire avancer la réflexion sur la formation à ces métiers, sur l'apprentissage, sur leur avenir, sur l'avenir de la restauration de nos églises et de notre patrimoine en général? Peu de personnes auraient parié sur une avancée des travaux tels que nous pouvons constater aujourd'hui. Vous avez dit, Monsieur le Président, nous sommes dans les temps, nous sommes confiants et déterminés, mais ce sera une bataille de tous les jours. Cette bataille se poursuivra-t-elle durant la période des Jeux olympiques? Je voulais moi aussi aborder le sujet des abords de Notre-Dame, des vitraux. Ces questions et ces sujets ont déjà été abordés. Je vous remercie d'avance des questions que vous pourrez y apporter. On avait compris, chers collègues, pour les réponses. Merci. Monsieur le Président, c'est à vous pour les réponses avant une nouvelle... Après, et ensuite, il y aura à nouveau une salve de questions de mes collègues. Merci, Madame la Présidente. Je commencerai par aborder la question des couvertures en plomb, la présence de plomb sur la cathédrale. Beaucoup de choses ont été dites par vous-même, Mesdames, Messieurs les députés, sur ces questions. À la fois, d'ailleurs, les précautions que nous avons prises sur un sujet qui, en fait, est pris extrêmement au sérieux.
s'agissant d'un choix de restitution à l'identique. Donc, je voudrais, en liminaire, dire que une étude de France Santé a établi que le nuage de poussière qui a fait suite à l'incendie n'avait pas induit de manière visible des contaminations au plomb dans la population francilienne. C'est une étude indépendante que nous n'avions pas diligentée. Il faut quand même la prendre en compte. Et d'autre part, chacun sait donc que la protection des travailleurs ne soulève aucune inquiétude par rapport à des travaux qui sont classiques sur les monuments historiques, c'est-à-dire restauration, entretien de toitures en plomb. Ce sont des choses qui sont tout à fait érodées, et notre inspection du travail, qui est particulièrement attentive et scrupuleuse, suit ça avec attention. Là, il faut avoir en tête également que beaucoup de nos très grands monuments historiques sont couverts de plomb. Donc, il est clair qu'il n'y a pas un danger sanitaire pour les populations à des monuments historiques couverts de plomb. Sinon, c'est un sujet qui préoccuperait pas seulement à Notre-Dame de Paris, mais en beaucoup d'endroits en France et à Paris même. Vous l'avez redit, il s'agit de ne pas ingérer de plomb. Je vais donc mettre l'accent sur deux volets que nous avons particulièrement examinés en prenant très au sérieux cette question du plomb. Le premier, c'est la protection incendie de la cathédrale. Même si les nuages liés à l'incendie de 2019 n'ont pas conduit à des contaminations dans la population, pour autant, il est évidemment nécessaire de prendre toutes les précautions pour qu'un incendie de ce type ne soit plus possible. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons notamment des innovations, repensé totalement cette protection incendie. Et la reconstruction des charpentes nous a donné une opportunité formidable pour mettre en œuvre des dispositions innovantes, dont cette brumisation. Donc la brumisation, elle est en cours de déploiement. Aujourd'hui, dans la flèche en bois et dans les charpentes que vous avez vues, il y a de déployer déjà, en cours de déploiement, ces tuyaux d'acier qui amèneront le fin brouillard d'eau qui éteindrait tout départ de feu dans ces combles. C'est une première dans une cathédrale en France. Nous avons même à ce sujet, en partenariat avec la ville de Paris, amélioré et revu à la hausse de manière significative l'alimentation en eau de l'île de la Cité pour que aussi bien le système de brumisation que les colonnes sèches de la cathédrale aient une alimentation en eau si nécessaire qui soit d'emblée assurée et n'oblige pas à attendre l'arrivée de bateaux-citernes ou de dispositifs de ce genre. Donc la protection incendie comprend beaucoup d'autres, toute une panoplie, mais la plus emblématique de ces mesures, c'est celle de la brumisation dans les combles et dans la flèche. Et puis l'autre sujet que vous avez évoqué, que nous prenons très au sérieux et sur lequel nous avons déployé une démarche vraiment de progrès, une démarche innovante de progrès, c'est cette question des eaux de ruissellement. Cette question des eaux de ruissellement, elle a également fait l'objet d'interventions qui n'étaient pas forcément, confortées par des études précises. Nous avons aujourd'hui, à l'issue des travaux que nous avons menés avec ce laboratoire spécialisé, le LESU des ponts et chaussées, une évaluation des quantités de quelques kilos par an. On est loin des 20 kilos. Et pour autant, nous avons entrepris une démarche consistant à traiter ces eaux de ruissellement pour réduire à quasiment rien les poussières, les éléments de plomb qui pourraient être emportés par ces eaux. Nous avons donc un dialogue compétitif en cours pour mettre en place, déployer une démarche expérimentale en vraie grandeur qui sera déployée dans quelques mois et qui permettra de qualifier et de valider les dispositifs de traitement des eaux qui seront les plus efficaces et les plus adaptés sur ces eaux de ruissellement. Et à l'issue de cette phase expérimentale, car comme c'est très innovant, il faut une phase expérimentale en vraie grandeur, eh bien nous déploierons un système pérenne qui filtrera ces eaux avant leur rejet. C'est une première en France par rapport à tous ces monuments historiques que nous avons en France qui ont des toitures en plomb sans qu'il y ait de plombémie ou d'intoxication au plomb qui soit détectée. Donc nous avons la plus grande, partageons votre préoccupation et votre souci de victimes du saturnisme,
Mais les victimes du saturnisme ne sont pas liées à du plomb sur des monuments historiques. On sait bien qu'elles ont une autre origine. Voilà, donc, voilà, ça c'est sur ce sujet du plomb. Donc nous déployons une démarche très attentive et très innovante dans tous les domaines de la protection incendie et des eaux de ruissellement. Quelques mots, je pense ne pas revenir sur les vitraux, nous en avons parlé. Je redis juste que la démarche de consultation de concours, d'obtention de projet va permettre de valider un projet d'une très grande qualité, et c'est bien l'objectif, encore une fois, qu'il soit à la hauteur de ce que mérite cette cathédrale comme témoignage du XXIe siècle. Quelques mots sur les carrières de pierre. Mais en fait, on n'a pas utilisé cette disposition, madame, car nous avons trouvé des carrières ouvertes en service, donc, qui nous ont permis d'obtenir les pierres dont nous avions besoin pour la cathédrale, des pierres du Lutétien, très proches en qualité physico-chimique et esthétique de ce que doit avoir la cathédrale. Et donc, ce dispositif, qui était un dispositif de précaution, ne se sera pas révélé nécessaire. Vous avez évoqué le fait que certaines composantes de chantier auraient pu connaître des retards ou des imprévus. Bien sûr, tout n'avance pas à la vitesse forcément prévue. C'est pour ça qu'au jour le jour, on est dans la réaction et le dynamisme. Comme exemple de cela, je citerai les murs pignons. Vous en avez vu des photos. On a dû les reconstruire entièrement, alors qu'on prévoyait d'en garder une bonne partie. Eh bien, quand on fait cela, ça dure plus longtemps que prévu. Mais comme on n'était pas sur ce qu'on appelle le chemin critique, alors le chemin critique, c'est l'enchaînement le plus long qui détermine la date de réouverture. Les murs pignons n'étaient pas sur ce chemin critique, donc on a pu prolonger les interventions sur les murs pignons sans que ça affecte la date de réouverture. Vous voyez ? Donc on a bien sûr des imprévus, des grains de sable, des imprévus. On en a tous les jours, c'est ce qui fait le charme de notre métier. Vous avez évoqué l'aménagement des abords. C'est une opération qui est de la responsabilité de la ville de Paris. On est dans une proximité forte avec ce sujet. Les études sont en cours et les travaux effectifs doivent démarrer dans le courant de 2025. Mais c'est la ville de Paris qui pourra vous en dire plus. Nous avons également eu des questions sur l'héritage du chantier. Oui, le musée de l'œuvre Notre-Dame est le bon vecteur, le bon outil pour pérenniser tout ce qu'aura apporté ce chantier en termes de médiation et de mise en valeur des métiers d'art et du patrimoine associés à l'entretien de notre patrimoine. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour ce musée. Mais les contacts que nous avons avec l'équipe de Charles Personnat, qui a été mandaté par la ministre de la Culture, sont tout à fait sur cette ligne. Donc ce musée, il va donner à comprendre le monument et il va donner également à connaître et mettre en valeur durablement ces fabuleux savoir-faire qui sont à l'œuvre sur la restauration de la cathédrale. C'est évidemment très important. Vous avez demandé si le chantier continuerait de pouvoir être actif pendant les Jeux Olympiques. C'est une préoccupation importante qui, bien évidemment, que nous avons eu aussi. Et les contacts que nous avons avec les organisateurs, avec la préfecture de police, avec la préfecture de région, nous permettent à ce stade d'être rassurés. Le chantier continuera d'être actif, ne sera pas interrompu par les Jeux Olympiques. Et évidemment, on ne pourrait pas se permettre 3 semaines d'interruption, ou même 1 mois et demi, si on prend aussi les Jeux paralympiques qui suivront. Le chantier restera pleinement actif. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ludovic ? Non, a priori, vous avez déjà répondu aux questions. Il y avait... Ah oui. Ce qui restera à faire, oui, bien sûr. En fait, nous prenons un programme de travaux. Au moment de l'incendie, il y avait des travaux, un programme de travail de restauration qui avait été mis en place, correspondant à ce qu'on appelle les pathologies du monument, c'est-à-dire l'état de dégradation du monument qui souffrait, il faut bien le reconnaître, de pathologie et de dégradation. Ça a commencé par la flèche. La flèche, elle est neuve, donc c'est un sujet qu'on n'a plus à traiter. Par contre, le reste du programme, il faut le
traité. Et le reste du programme, il touche des parties extérieures du monument, et notamment le chevet de la cathédrale et les arcs-boutants qui vont avec. Et donc, ce que nous faisons, c'est pour ça que ça met en jeu des pathologies qui, pour l'essentiel, ne sont pas le reflet de l'incendie. Les dégâts de l'incendie sont traités par nos travaux de préparant la réouverture, mais cela concerne des dégradations antérieures du monument, pour l'essentiel antérieures du monument, même si elles ont été aggravées par l'incendie. Et c'est ça que nous allons traiter. Alors, on commence par le chevet et la sacristie de Viollet-le-Duc au sud de la cathédrale. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais prendre à nouveau les questions de mes collègues et nous commençons par Graziella Melchior. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les coprésidents. Le 15 avril 2019, les Françaises et les Français s'endormaient inquiets. La cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole s'il en est de notre patrimoine, en proie aux flammes, risquait bien de s'écrouler. Après une nuit à combattre contre les flammes, 650 pompiers accomplissaient une prouesse en sauvant la cathédrale. Le jour même, le Président de la République fixait un objectif, reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Cet objectif sera, nous le croyons, atteint, et cela est notamment possible grâce au formidable vivier d'artisans d'art de notre pays qui ont contribué avec un engagement remarquable à la reconstruction de la cathédrale. Pour autant, un enjeu important s'est posé au cours de ce chantier et par lequel de nombreux professionnels des métiers d'art sont préoccupés, à l'image d'une vitrailliste de ma circonscription que j'ai récemment rencontrée. Cet enjeu, c'est celui du plomb, présent notamment dans les vitraux. Pour rappel, notre pays possède la plus grande surface de vitraux du monde, dont elle détient à elle seule 60% du patrimoine. Alors, pouvez-vous, Monsieur le Président, au regard des difficultés relatives au plomb rencontrées dans le cadre du chantier de Notre-Dame, nous indiquer quelles précautions ont été prises et quelles solutions seront possibles à l'avenir pour les vitraillistes? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Sophie Blanc. Merci Madame la Présidente, Messieurs. La France a une spécificité architecturale avec pratiquement 90 cathédrales dont l'État est propriétaire et dont il assure l'entretien. Ces édifices nécessitent une attention et une surveillance constante. Notre-Dame de Paris sera reconstruite en un temps record et merci à vous et à tous les femmes et les hommes qui ont œuvré à ce chantier. Mais je me pose la question de la sécurité dans ces églises bien spécifiques, ouvertes au public, lieux de visite et lieux de culte, classés monuments historiques et dont on ne peut pas dire qu'il soit simple de les mettre aux normes actuelles de sécurité. Donc, de votre point de vue, et sans éplucher le plan d'action qui s'intitule « Sécurité des cathédrales », quelles sont, selon vous, les pistes à suivre pour éviter de revoir dans nos cathédrales, sur nos circonscriptions, les mêmes images que celles que nous avons vues à Notre-Dame de Paris? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Isabelle Périgot. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour votre présentation. Alors, en préambule, évidemment, je tenais à rendre un hommage appuyé au général Georgelin, dont je salue la mémoire, avec son équipe à laquelle, Monsieur le Président Jost, vous apparteniez. Il a effectué un travail qui mérite vraiment d'être salué. Je souhaitais revenir sur l'aménagement des abords de Notre-Dame, qui revient en grande partie à la mairie de Paris. La réouverture de Notre-Dame en décembre 2024 devrait provoquer une augmentation des flux touristiques. Avant le dramatique incendie de 2019, la cathédrale comptait 12 millions de visiteurs et n'était devancée à l'échelle de toute la France que par Disneyland, qui lui en compte 13,24 millions de visiteurs. Ce qui fait une moyenne de 30 000 personnes par jour. La question de l'aménagement des abords est donc cruciale, concernant notamment le contrôle des flux dans l'édifice ou encore la sécurité des visiteurs. Alors ma question est simple, le réaménagement des abords de la cathédrale est essentiel dans la réalisation du projet de rénovation. Avez-vous des informations sur ce qui est prévu et auriez-vous votre mot à dire pour qu'il y ait une cohérence avec le projet? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Sylvie Bonnet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, pour ces précisions que vous venez de nous apporter. Les vitraux contemporains ont toute leur place dans l'architecture ancienne lorsque ceux d'origine ont disparu. Mais s'il est étonnant de vouloir remplacer des vitraux qui n'ont pas été détruits pour les mettre dans un musée, le choix du mobilier interpelle déjà de nombreux citoyens. Pouvez-vous nous dire par qui cette décision a été prise et comment et par qui seront choisis ces vitraux contemporains destinés à 6 de ces 7 chapelles du bas-côté sud? Merci, Madame la députée.
Jean-Jacques Gaultier. Ah non. Pas de question, mais moi j'avais une inscription de Jean-Jacques. Frédéric Meunier. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Je souhaitais revenir sur la création d'un musée à Notre-Dame de Paris. Certains historiens expliquent la nécessité de créer un véritable musée qui ne doit pas seulement rassembler des collections d'œuvres d'art et être un lieu d'initiation à la visite, mais aussi un dépôt archéologique et un laboratoire. Le gouvernement a confié à M. Charles Personnaz, directeur de l'Institut national du patrimoine, une mission à ce sujet en juillet dernier. Une première restitution est prévue en décembre 2023 et le rapport définitif sera rendu en avril 2024. Malheureusement, il semblerait, d'après des spécialistes, que les artefacts et débris d'artefacts provenant du chantier de reconstruction sont susceptibles d'être détruits à court terme. Il en résulterait ainsi une perte considérable. Il semble donc urgent de prendre une décision quant à la création de ce musée. Quel est votre avis sur la question ? Je parle de la création d'un musée, mais non pas d'un musée pour, comme vous avez évoqué tout à l'heure, sur le savoir-faire des métiers d'art pour comprendre le bâtiment. Merci. Merci, Madame la députée. Philippe Emmanuel. Oui, une question un petit peu à chaud qui concerne les nombreux artisans et les métiers d'art qui sont à l'œuvre sur le chantier. Ma question concerne principalement le post-chantier, c'est-à-dire que pourrait-on profiter de ce lieu et cette expérimentation et démonstration du savoir-faire français pour définitivement pérenniser la transmission des savoirs et faire que nos artisans puissent former des apprentis et que ces savoir-faire d'une grande valeur ajoutée sur le patrimoine historique puissent être pérennisés dans le temps. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député, pour votre question. Et c'est finalement un peu la question que je souhaitais poser, mais je vais en complément. C'est finalement... on parle beaucoup de l'héritage des Jeux Olympiques et j'aurais envie de parler de l'héritage de Notre-Dame et comment finalement ce chantier hors norme qui aura duré sur plusieurs années s'est envisagé sur cette pérennité, en tout cas cette continuité de la mise en valeur de nos savoir-faire et comment les entreprises envisagent la suite, si vous avez éventuellement les réponses. Voilà, monsieur le président. C'est à vous. Non, mais voilà, il n'y a plus de questions. Merci. Alors, nous avons une question sur les inquiétudes des vitraillistes. Je dois dire que si la raison l'emporte, et nous pouvons toujours espérer que la rationalité et la raison l'emportent, les vitraillistes ne devraient pas avoir d'inquiétude sur la pérennité des vitraux et de l'art du vitrail dans le monde, car les vitraux ne font pas courir de risques ni sanitaires ni environnementaux aux populations. Donc j'espère que la raison l'emportera. Et je crois qu'il y a une mobilisation en France et même à Bruxelles pour que ces questions soient traitées de manière lucide, raisonnable, et donc que l'on préserve ces savoir-faire et tout cet héritage sur l'art du vitrail. Bien. Vous avez évoqué, sur la question des sécurités dans les cathédrales, vous avez évoqué vous-même, Madame la députée, le plan de sécurité cathédrale, dont je crois que le Rima Abdul Balak et le ministère de la Culture ont vraiment pris en main cette question avec beaucoup d'énergie et d'attention. Et ce plan se déploie en ce moment en France. Donc je crois qu'on a là, on parlait d'héritage, on a un véritable héritage de ce drame de l'incendie de 2019, puisqu'il nous conduit à prendre en main, avec le sérieux qui va bien, ces questions essentielles de sécurité. Alors, toutes les cathédrales n'auront pas un système de brumisation dans les combles, mais elles auront toutes, au cas par cas des situations, des mesures très précises et très, très bienvenues, car il y a de multiples, dans une panoplie de protection incendie, il y a de multiples leviers d'action, et j'ai mis en avant l'un d'entre eux. Sur l'aménagement des abords, il faut avoir en tête que la cathédrale ouvre en décembre 2024, je pense que vous en êtes tous conscients, et que les travaux de l'aménagement des abords, eux, se dérouleront entre 2025 et 2027. Donc, la réouverture de la cathédrale
s'effectue dans un contexte de phase transitoire. Et donc, nos échanges avec la ville, et notre relation est très bonne avec la ville sur ces questions, nos échanges avec la ville visent à préserver des conditions d'accès à la cathédrale dans cette phase transitoire qui permettent de préserver l'accès aux 3 portails et l'accès à la rue du Cloître. Et ainsi, nous avons identifié une zone devant les portails qu'on appelle le petit parvis, qui sera d'emblée autant traitée pour qu'elle reste accessible à la déambulation publique pendant la durée des travaux qui s'effectueront sur le reste du parvis et puis qui migreront ensuite vers le sud de la cathédrale et puis vers l'est de la cathédrale, les squares. Donc aujourd'hui, cette question, elle est prise en main. Il y aura forcément des contraintes, parce qu'une partie de tous ces dizaines de milliers de mètres carrés qui environnent la cathédrale sera évidemment obérée par des travaux en cours, mais la question de préserver un accès à la cathédrale est bien prise en main et nous allons y contribuer directement pour ce que nous prévoyons de faire à l'échéance du 8 décembre 2024, par anticipation des travaux avec la ville. Et nous sommes en lien avec la ville et avec Basse-Metz, son maître d'œuvre, là-dessus. Sur le musée, on a évoqué plusieurs composantes ou objectifs du musée. Faire comprendre la cathédrale, donner à voir et à percevoir les savoir-faire nécessaires à l'entretien des cathédrales. Vous avez évoqué, madame, une 3e composante de ce musée qui est d'offrir une place pour des dépôts lapidaires ou des vestiges de la cathédrale. Alors, c'est pas pour rien que Charles Personnat est directeur de l'Institut national du patrimoine, qu'il est aidé par Jonathan Truyet, conservateur du patrimoine. Ils ont parfaitement en tête cette dimension d'un musée, mais en même temps, un musée de quelques milliers de mètres carrés à l'Hôtel-Dieu ne peut pas traiter la question de la conservation des vestiges de valeur scientifique ou patrimoniale issus de Notre-Dame de Paris. Donc, il y a une réflexion complémentaire en cours qui va s'effectuer en parallèle des travaux de restauration post-réouverture sur un lieu de stockage durable des vestiges d'intérêt de la cathédrale, qui ne sera pas l'Hôtel-Dieu, car les mètres carrés précieux et rares sur l'île de la Cité ne peuvent pas être la bonne réponse à cela. Mais nous trouverons une réponse. Et puis il y a une 3e dimension, sur laquelle il faut dire les choses comme elles sont. Il faut détruire une partie quand on a ce ne sont pas des vestiges, c'est des débris ou des décombres qui n'ont aucun intérêt ni scientifique ni patrimonial. On ne va pas les garder. Vous savez, quand on a fait passer des robots dans la nef pour évacuer tous les décombres des pierres tombées des voûtes, la plupart doivent être détruits. Voilà. Donc il y a aussi cette dimension-là, mais on le fait avec un grand respect et on le fait avec des archéologues et des conservateurs et avec des scientifiques pour que le tri soit fait selon les bons critères. On a évoqué l'importance de la transmission des savoirs. Donc vous savez que nous avons que ce chantier est et la loi l'a prévu, vous l'avez mis dans la loi, mesdames, messieurs les députés, que ce chantier soit l'occasion de mettre en valeur de manière durable ces métiers qui, pour certains, sont menacés. C'est un coup de projecteur extraordinaire, cette restauration, sur ces métiers insuffisamment connus. Et on sait, par les entreprises nous le disent, que les centres de formation des apprentis, les lycées professionnels, n'arrivent pas à trouver des candidats de valeur motivés dans certaines filières, même des charpentiers. Pourtant, c'est beau, un métier de charpentier est très beau. Voilà. Et donc, nous avons d'ores et déjà, dans nos contrats, mis des clauses pour favoriser l'apprentissage. Nous en faisons le suivi. Elles fonctionnent très bien. Nos entreprises sont parfaitement sur cette ligne-là et ne demandent que cela. Et un point qu'il faut évidemment avoir aussi en tête, c'est que pour que ces métiers perdurent, il faut qu'il y ait des crédits consacrés à l'entretien du patrimoine. Les métiers, pour qu'ils existent, il faut qu'il y ait une demande. Pourquoi on a trouvé, nous, les savoir-faire au moment de la restauration de Notre-Dame? C'est parce que même si le patrimoine n'est pas aussi entretenu qu'on le voudrait, et il faut qu'il y ait des élus, vous le savez bien, eh bien, il y a pour autant quand même des centaines de millions d'euros chaque année. Ça entretient une base de compétences, mais
insuffisante certainement. Et donc c'est là que des initiatives comme celle de la souscription nationale pour le patrimoine, le petit patrimoine religieux, sont bienvenues. Parce que le coup de projecteur sur Notre-Dame met en évidence des questions essentielles qui sont que le patrimoine, on y est attaché, c'est un enseignement de cette émotion mondiale, on est attaché en France et dans le monde au patrimoine, le patrimoine a besoin d'être financé, et la générosité au public, si on trouve des bons leviers d'action, elle peut se déployer en accompagnement des financements publics. Eh bien, tout cela, je crois que ça contribue de manière utile et efficace à l'amélioration de la situation de ces métiers. Et le musée Notre-Dame y contribuera pour sa part. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon, c'était très très complet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie aussi les deux coprésidents du groupe de travail pour le travail effectué et les questions posées. Donc nous nous réjouissons de nous revoir bientôt sur les lieux de la cathédrale. Oui, je sais, j'insiste un peu, mais voilà. Mais vous avez l'habitude de ces insistances pour les visites. Mais cela dit, vous nous avez donné vraiment l'envie et de venir voir en vrai comment les choses se sont passées et finalement la maîtrise et la rapidité des travaux. Donc encore un grand merci pour votre présence. Et moi, je vous dis, mes chers collègues, que nous nous retrouvons mercredi prochain à 9h30 pour l'audition des 4 coordinateurs de la mission exigence, je vais y arriver, des savoirs. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci Madame la Présidente.